Je vous invite tous à prendre place. Bonsoir à toutes et à tous. À moins d'un an du premier tour de l'élection présidentielle et à quelques semaines de notre 40e congrès, nous nous retrouvons ce soir pour ce troisième débat autour d'une question qui s'impose désormais avec une urgence particulière. Comment battre l'extrême droite ? Les forces réactionnaires progressent partout. La stratégie de l'union des droites ou encore les rencontres entre les représentants du patronat et les responsables d'extrême droite, largement médiatisées, démontrent que le camp du capital prépare l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Dans ce contexte, nous devons clairement nous interroger. Quelle stratégie adopte notre camp pour faire échec à la fatalité annoncée de la victoire du Rassemblement national et de ses alliés en 2027 ? En 2024, nous étions parvenus, grâce à la mobilisation populaire, ainsi qu'à l'engagement et au rassemblement des forces politiques, syndicales et associatives, à faire échec au scénario déjà écrit d'avance de l'arrivée de Jordan Bardella au pouvoir. Les questions centrales que nous pouvons traiter ce soir sont donc l'analyse de la période actuelle, ainsi que les stratégies à mettre en œuvre pour déjouer le scénario catastrophe de la régression que représenterait l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir 3 intervenants dont les engagements respectifs incarnent des dimensions complémentaires de ce combat. Bertrand a cassé la sodo. Laurent, tu es journaliste et cofondateur de Mediapart, spécialiste des liens entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Tu es l'auteur de Collaboration, enquête sur l'extrême droite et le milieu des affaires. Dans cet ouvrage, tu t'es intéressé aux liens qui s'approfondissent depuis quelques années entre une part croissante du patronat et l'extrême droite, bien au-delà des exemples très médiatisés de Bolloré et de Sterrin. Benoît, tu es professeur d'histoire-géographie et ancien secrétaire général de la FSU de 2019 à 2025. Dans tes fonctions, tu as clairement pris position et pleinement engagé la FSU dans la lutte contre l'extrême droite, en désignant cette dernière comme ennemie des fonctionnaires et des services publics et en dénonçant l'alliance de la droite et de l'extrême droite. À l'instar de nombreuses autres organisations associatives et syndicales, la FSU a été à l'initiative en 2024 dans la mobilisation citoyenne pour battre l'extrême droite. Fabien Gay, tu es sénateur de la Seine-Saint-Denis depuis 2017 et directeur du journal L'Humanité depuis 2021. Tu es à cet égard mis en examen pour diffamation, une fois de plus, avec Sophie Binet, suite à une plainte du groupe Tefal dans le cadre d'une procédure Bayon. Il s'agit de la seconde fois en quelques semaines, puisque tu étais déjà mis en examen encore, le 6 mai dernier à Moulins, dans l'Allier, par une officine liée au milliardaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Sterrin. Ça fixe un peu le débat et le cadre de nos intervenants. J'en viens tout de suite pour ouvrir le débat à la première question. Je m'adresse à toi, Laurent. Dans Collaboration, tu montres que la progression de l'extrême droite ne peut pas être analysée uniquement comme un phénomène électoral ou identitaire, mais qu'elle s'inscrit dans une dynamique plus profonde, mêlant crise démocratique, concentration médiatique et intérêt économique puissant. Peux-tu dire que ton analyse fait écho à cette formule de Gramsci ? Le fascisme est la solution d'urgence du capitalisme lorsque la classe dirigeante ne peut plus gouverner par la démocratie libérale. Cette situation est-elle uniquement nationale ou peut-on parler d'une internationale néofasciste ? Je te laisse la parole tout de suite. Merci d'abord d'organiser ce type de réunions qui sont très utiles au-delà des cercles communistes pour les citoyens, pour réfléchir dans des temps qui sont difficiles. Évidemment, Gramsci, c'est une belle référence. Là, j'en ai une autre qui me vient à l'esprit, qui est assez semblable, mais qui dit beaucoup de l'époque dans laquelle nous sommes. C'est Daniel Guérin. Daniel Guérin, vous savez, c'était un anarchiste, mais il fait partie du patrimoine intellectuel de la gauche progressiste. Parce qu'il écrit, vous allez comprendre pourquoi je fais ce rappel, il écrit en 1936 « Fascisme et grand capital », qui est un livre fondateur, qui est le premier livre d'analyse et d'étude des connexions entre les milieux d'affaires et l'extrême droite. Donc 1936. Et ce que dit Daniel Guérin est très important. L'idée qui parcourt tout son livre, c'est que le fascisme est un problème interne au capitalisme. Ce n'est pas la réponse des classes dominantes dans les périodes révolutionnaires. Non, c'est d'abord un problème interne au capitalisme. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je fais ce rappel ? C'est qu'il y a 2 types de rapprochement des milieux d'affaires avec l'extrême droite. Il y a le rapprochement depuis 2024, depuis les législatives, entre les grands patrons
et le Rassemblement national, mais beaucoup plus important et qui se combine avec ce premier aspect, ce sont les mutations internes du capitalisme mondial. Comment le dire? Je pense qu'on a, vu de France et vu d'Europe, manqué de vigilance. On n'a pas assez bien décerné que le néolibéralisme, à partir des années 2008-2010, entrait en crise, c'est-à-dire au moment de la crise financière, que certains cercles financiers, notamment les milliardaires californiens de la tech, ont commencé à penser que le néolibéralisme ne permettait pas de dégager assez d'accumulation de capital et assez de profit. Et ils ont commencé à rêver d'un capitalisme encore plus dérégulé. Ils ont commencé à penser que les règles mêmes de l'état de droit et de la démocratie devenaient un frein à l'accumulation du capital et un frein au profit. Je dis les choses de manière brutale, caricaturale. Pourquoi va-t-on m'emmerder avec des règles de protection de l'environnement si, grâce à la fracturation hydraulique qui est ravageuse pour l'environnement, je sais que je peux capter du gaz de schiste hautement rémunérateur? Donc plus de règles. Pourquoi est-ce qu'on va m'objecter le fait que la souveraineté monétaire, c'est l'un des instruments majeurs de la souveraineté des États, si avec les crypto-monnaies totalement dérégulées, je peux gagner beaucoup d'argent? Donc certains commencent à rêver d'un capitalisme totalement dérégulé, d'un capitalisme sans la démocratie. On peut l'appeler comme on veut, sans la démocratie, ou un anarcho-capitalisme. Et celui qui le théorise le plus, Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal, qui est l'un des très proches de Trump, le théorise en 2010. J'en suis arrivé à la conviction que la liberté au sens où je viens de la définir, la liberté sans règles, est devenue incompatible avec la démocratie. Et il est à l'époque très influencé par un blogueur californien qui écrit sous pseudonyme Molbourg, de son vrai nom Curtis Yarvin, qui dit « Mais qu'est-ce qu'on reproche vraiment aux nazis ?» Ce qui vous fait comprendre que le salut nazi d'Elon Musk le jour de l'investiture de Trump n'est pas le geste scandaleux d'un bouffon dangereux, mais que c'est le révélateur d'un bouillonnement intellectuel ultra-réactionnaire qui a commencé depuis ces années 2008-2010. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce que dit Daniel Guérin dit bien cela. Le capitalisme bascule dans des formes autoritaires. Donc on l'a vu dans l'Argentine, au Brésil de Bolsonaro, dans l'Argentine de Milei et dans l'Amérique de Trump. Mais on sent bien qu'on risque de connaître une vague, comme on a connu ça avec la vague néolibérale au milieu des années 80, une vague qui va submerger l'Europe continentale. Et on le voit, les premiers indices de contamination se font de la tech californienne à la tech française. Tous les dirigeants de start-up parisiens de la tech étaient pro-Macron dans les années 2017 et maintenant sont devenus proches de Bardella. Et c'est d'ailleurs Pierre-Édouard Stérin, qui est le grand financier de la tech, est le seul grand patron qui se dit libertarien. Et donc, du coup, je vais vite, je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit l'autre message de Daniel Guérin. C'est qu'il n'y a pas de combat efficace contre l'extrême droite s'il n'y a pas dans le même mouvement, dans le même moment, un combat contre le capitalisme. Alors, je ne dis pas que la vague libertarienne va submerger et tout emporter. On a bien vu avec la vague néolibérale, le capitalisme français n'a pas été totalement converti au néolibéralisme. Ça a plutôt été même un capitalisme hybride. Les patrons ont pris, les mandataires sociaux, ce qui les avantageait, les rémunérations exorbitantes. Ils ont dérégulé radicalement le travail. Donc on a connu à la fois les salaires honteux des mandataires sociaux et les working poors. Bon. Et en même temps, on restait dans un capitalisme à l'ancienne, très opaque, alors que les marchés financiers américains aiment bien la transparence pour savoir tout ce qui se passe dans les entreprises. Donc il se peut très bien que la mue ne soit pas totale. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a des grands patrons fascistes en France, beaucoup, certains très connus comme Vincent Bolloré, mais plus important encore, il faut bien observer la façon dont les grands patrons les plus internationalisés, ceux qui ont rencontré Marine Le Pen le 7 avril, c'était les 15 plus grands patrons français. Là, il faut bien observer comment eux-mêmes regardent Trump et les mutations du capitalisme américain, comment ils sont séduits par ces mutations-là.
et notamment Bernard Arnault. C'est très important de voir qu'il y a des connexions entre la famille Arnault maintenant et Bardella. Hein. Le fils Arnaud, Antoine Arnault, est très ami avec Bardella. Mais il faut surtout voir ce que dit Bernard Arnault. C'est-à-dire après les hausses des tarifs douaniers, après le salut hitlérien, il continue à encenser Trump. Et il a même cette formule dans un entretien, donc 5 ou 6 mois après la seconde élection de Trump. Il dit, rêvant au travail que fait Elon Musk dans le DOGE, hein, le ministère qui détruit les services publics aux États-Unis, il se dit, mais quand est-ce qu'en France, on va commencer, il emploie un néologisme, à slasher l'administration, à slasher, traduisons, à sabrer les services publics, à les casser. Donc il y a une forme de séduction. Alors, la séduction opère auprès des groupes très puissants, très internationalisés, pour résumer, auprès des groupes qui ont des filiales aux États-Unis, qui ont gagné plein d'argent à cause des baisses d'impôts. Mais c'est le cœur du capitalisme français. C'est Bernard Arnault, c'est Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie, c'est Rodolphe Saadé. Observez au passage, mais on en reparlera tout à l'heure, que la plupart de ces patrons sont dans le même temps des patrons de presse. Hein. Bernard Arnault, vous le savez, Rodolphe Saadé, hein, le patron de CMA-CGM, c'est aussi BFM TV, c'est aussi La Tribune, voilà. Et donc, c'est un phénomène accélérateur très important. Donc, cette histoire n'est pas une histoire française. Enfin, elle a son versant français. Il y a la vieille bourgeoisie d'affaires réactionnaire, c'est-à-dire tout le patronat, je pourrais en parler très longuement. La plupart des têtes pensantes du patronat dans les années 60, les patrons n'ont pas été poursuivis à la Libération. Donc, tout l'encadrement du CNPF d'abord, du MEDEF ensuite, la plupart, dans les années 60 et 70, sont monarchistes. Hein. Ambroise Roux, le parrain du capitalisme français au début des années 80, tout le monde sait ce qu'il faisait le 21 janvier. Il allait à la messe pour honorer la mémoire de qui, vous le devinez, Louis XVI, guillotiné sur une place qui maintenant s'appelle la place de la Concorde. Voilà. Donc, on ne combattra pas l'extrême droite en menant seulement un combat sur la question démocratique. Ce combat doit être couplé avec le combat contre le nouveau capitalisme qui arrive. Merci beaucoup. Benoît, si on poursuit cette réflexion, est-ce qu'on peut dire que la progression de l'extrême droite et la droitisation du débat public ont déjà des conséquences très concrètes sur nos libertés ? Pour le dire autrement, est-ce que vous avez le sentiment que ce rapprochement entre logique autoritaire, intérêt économique et extrême droite produit déjà des effets dans le monde du travail, l'école et les services publics ? Comment cela se traduit-il concrètement pour les libertés syndicales et démocratiques à l'heure actuelle ? Bon, merci. Moi aussi, je veux remercier le PCF de ses invitations à échanger, parce que je pense qu'effectivement, la période nous y invite particulièrement, mais c'est important effectivement de creuser ensemble ces questions-là avec plusieurs regards sur la situation. Et je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire effectivement ce double combat pour la démocratie et contre le capitalisme. Finalement 2 combats qui se rejoignent, et comme tu dis, hein, les intérêts économiques et les logiques autoritaires qui vont de concert dans une dérive, dans une droitisation, dans une extrême droitisation de la société. Je pense que la vague continue de monter, en tout cas de là où on peut l'observer. Donc on n'a pas forcément des très bonnes nouvelles hein, de ce qu'on peut remonter du terrain, de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent. Néanmoins, vraiment, il faut tout de suite dire que rien n'est inéluctable. On parle de vagues, effectivement, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments, je vais y revenir, mais qui sont extrêmement inquiétants dans ce qui se passe actuellement. Mais sans refaire à chaque fois 2024, etc. Mais quand même se dire que quand on organise la résistance, quand on recrée du collectif, quand on prend sérieusement la question, alors on a une force militante aussi qui est très importante. Et ça nous renvoie à une responsabilité, à mon avis, très importante du mouvement social et du mouvement syndical. Parce qu'effectivement, je pense que le mouvement syndical, il a une place particulière pour définir, d'une certaine manière, les alternatives à la marche à l'extrême droite. On a une place particulière parce que par définition, le mouvement syndical, il unit.
Il unit sur le lieu de travail, sur une revendication, sur des éléments en lien avec ses réalités de travail. Et dès qu'on arrive, alors ça renvoie aussi éventuellement à toute notre faiblesse à ne pas y arriver, mais dès qu'on arrive à mettre la question sociale au centre des débats, au centre des préoccupations, alors on constate que l'extrême droite reflue, en vrai. 2023, de ce point de vue-là, le mouvement des retraites, au plus fort du mouvement, l'extrême droite était parfaitement inaudible parce que ce qui avait gagné la partie médiatiquement, c'était l'idée que il fallait partir des réalités de travail, que c'était déjà insupportable de travailler dans ces conditions et que d'exiger plus d'annuités, plus de cotisations, de partir toujours plus tard, c'était dans ce contexte-là particulièrement inacceptable, et donc ça renvoyait à la réalité du travail, au mépris que ressentent les travailleurs face à la réalité de ce qu'ils font et qui est mal rémunéré, qui est mal reconnu. Ça remettait toutes ces questions-là sur le devant de la scène sans que l'extrême droite n'ait la moindre réponse à ça. Parce que l'extrême droite, c'est toujours des réponses démagogiques, de court terme, et après on les a vus ressortir du bois sur les retraites, ressortir des projets qui sont absolument inconséquents. D'abord parce que l'extrême droite, en vrai, si on veut résoudre la question des retraites telle que nous on le portait, je ne vais pas faire long là-dessus, mais il faut augmenter les cotisations. Et donc ça renvoie aussi à une répartition capital-travail, etc. Donc il faut augmenter les cotisations, ce à quoi l'extrême droite se refuse évidemment. L'extrême droite, petite main du capital, elle vote absolument contre toutes les augmentations et d'impôts et de cotisations. Elle développe un discours démagogique sur le brut, le net. Il faut baisser le brut, il faut baisser les cotisations parce qu'il faut laisser du pouvoir d'achat aux salariés. Donc tout ça, c'était complètement inopérant quand on tenait la dragée haute parce qu'on avait des millions de manifestants et que les médias nous écoutaient, nous tendaient les micros, qu'on expliquait en détail les questions de retraite, des cotisations, etc. Mais dès que tout ça reflue, c'est sûr que c'est de nouveau la démagogie de l'extrême droite, les solutions de court terme, qui ne sont pas des solutions qui reviennent. Et donc, c'est à la fois un message un peu d'espoir, parce que ça veut dire que quand on milite, quand on fait les choses, quand on recrée du collectif, on y arrive. L'extrême droite n'est pas inéluctable, c'est pas une fatalité. Néanmoins, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué dans la période. Et je disais, le syndicalisme, mais pas seulement, la société civile en général, a un rôle à jouer dans le jeu démocratique. Je pense que l'affaiblissement des syndicats, qui est à la fois le fait des syndicats et à la fois le fait d'une volonté politique, c'est-à-dire c'est aussi des choses qu'on n'arrive pas à faire, mais c'est aussi issu d'une volonté de nous avoir affaiblis, ça participe de cette montée de l'extrême droite. Tout ce qu'a mis en place Macron, que ce soit dans le privé, les ordonnances Macron, dans la fonction publique, la suppression de compétences des élus du personnel, tout ça, c'est destiné à assigner les syndicats à un rôle strictement corporatiste. C'est-à-dire les syndicats, vous n'avez pas à vous occuper de la politique, vous pouvez éventuellement la commenter, qu'elle aille dans notre sens ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut faire des réunions, on vous écoutera, on consignera tout ça, mais on n'appliquera absolument aucun des éléments que vous proposez. Mais les syndicats sont à la limite des commentateurs, mais on ne fait surtout pas avec eux. On ne les considère pas comme représentant le monde du travail, faisant valoir ses intérêts, etc. Et ça, c'est typiquement une pente qui nous amène à l'extrême droite. Parce que quand vous n'avez plus aucun contre-pouvoir, quand vous avez dénigré et dénié le droit au contre-pouvoir d'exercer leur contre-pouvoir, alors toutes les dérives démagogiques sont possibles. Et quand je disais l'air du temps est à ça, on entend de plus en plus des critiques sur notre action syndicale. Je pense par exemple quand on appelle aux manifestations pour Gaza, en solidarité avec l'Iran, etc., ou même pour soutenir le droit au logement, pour la régularisation des sans-papiers. De plus en plus aujourd'hui, on entend des choses qu'on n'entendait pas avant, qui est vous faites de la politique en faisant ça, vous n'avez pas arrêté de vous occuper de ces conneries, nous on veut que vous occupiez des salaires, des conditions de travail, etc. Évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et qui renvoie à un air du temps où on dénie aux syndicats et du coup aux travailleurs
la capacité à définir l'intérêt général, à définir ce que doit être une politique d'intérêt général, à être solidaire à l'international, à avoir des positions et des actions sur l'ensemble de ces sujets. On est renvoyé à un rôle strictement corporatiste. Et bien ça, c'est extrêmement dangereux. Et ça, c'est typiquement la volonté de l'extrême droite d'enfermer la société civile dans ce type de rôle. Et donc Macron, d'une certaine manière, a préparé le terrain à l'extrême droite en voulant façonner ce syndicalisme-là, cette société civile-là. Et c'était toute l'ambiguïté du « en même temps ». En même temps, ça a été présenté comme une volonté de faire des compromis, mais ça n'a pas été ça. C'est pas des compromis, c'est j'ai pris en compte tout ce qu'il y avait à prendre en compte, et maintenant la position c'est ça, c'est la retraite à 64 ans. Et comme c'est issu du en même temps, comme c'est de toute façon la seule alternative possible, il n'y a pas d'autre politique possible que de mener celle-là, eh bien au moment où vous contestez cette politique-là, vous devenez un extrémiste. Et nous, syndicats, nous avons été rangés dans le camp des extrémistes. Nous sommes désormais, aux yeux du macronisme, de la droite, de l'extrême droite, les extrêmes. Et du coup, ça a participé de ce clivage, de cette marche à l'extrême droitisation de la société, que de considérer que tout ce qui n'est pas ultralibéral, tout ce qui n'est pas dans le moule des décisions qui ont été prises, est renvoyé vers les extrêmes. Et donc ça aussi, c'est un immense danger, et on peut reprocher au macronisme d'avoir abouti à ça. Et dernière chose quand même sur la situation, la question effectivement de la fonction publique et de l'école peut-être, on est face à une extrême droite qui évidemment reprend les anciennes néolibérales, il faut baisser les budgets, etc. Mais pas seulement. L'extrême droite aujourd'hui, elle promeut des services publics au service de la dureté de la société, pour sélectionner les élèves, pour faire la police, pour enfermer, pour réprimer. Et ce discours-là, anti-fonctionnaire en tant qu'il représente au contraire celles et ceux qui accompagnent les gens dans la société, qui aident, qui éduquent, qui élèvent, cette haine spécifique de toutes ces fonctions-là, là aussi, c'est quelque chose qu'on a vécu sous Macron, mais qui est véritablement au cœur de la pensée de l'extrême droite à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui nous oblige, nous, à redéfinir un projet alternatif, parce qu'il faut aussi que cette fonction publique, elle change. C'est vrai aussi que, et dans la progression de l'extrême droite, la question de l'école est très importante. On parle de l'horizon scolaire qui s'est refermé, la démocratisation, les promesses démocratiques qui ne sont pas tenues, ça participe de la progression de l'extrême droite, de ce ressenti de gens qui ont du ressentiment par rapport à l'école. Et ça veut dire aussi, bien sûr qu'il faut dénoncer des choses, mais ça veut dire aussi que l'école doit changer, doit s'améliorer, doit faire face à ces questionnements-là qui sont les questionnements d'aujourd'hui. Voilà. Merci Benoît. Tu évoquais, excuse-moi, la réforme des retraites. Et moi, ça me soumet à une question, c'est en prenant l'exemple de la réforme des retraites, est-ce que les intérêts économiques du capital ne poussent-ils pas le pouvoir à détourner les institutions de leur rôle démocratique en les transformant en instruments de blocage de la volonté populaire et en utilisant in fine l'extrême droite pour cela. Parce qu'on le voit, on l'a vécu avec les réformes des retraites où on avait quand même un pourcentage du pays des salariés particulièrement extrêmement fort pour dénoncer cette réforme, et au final, malgré tout le mouvement social, malgré toute la remise en place de la question sociale au cœur du débat, on a bien vu le résultat qui a été le nôtre et comment l'extrême droite a servi d'outil là-dessus. Et je le dis parce que je pense que dans ce contexte, est-ce que finalement la conception même de la République avec les valeurs qui en découlent, égalité, souveraineté populaire, intérêt général, ne sont pas au cœur des enjeux des prochaines élections présidentielles et législatives? Merci madame. Non, mais d'abord moi aussi je remercie évidemment notre parti d'organiser des débats, des rencontres, des échanges au-delà de nos cercles militants respectifs. Moi je pense que la période invite à beaucoup de débats, arguments contre arguments, à lâcher un peu les réseaux sociaux,
Je vois que les uns et les autres sont énervés, mais tout ceci ne fait progresser aucune bataille des idées. Et donc, la confrontation saine, elle doit se faire comme nous l'organisons ici, comme partout en France. Et je pense d'ailleurs qu'une des questions sur lesquelles monte le Rassemblement national est notamment sur la décrépitude de l'espace public et politique, notamment parce qu'il y a un affaissement du débat d'idées, y compris d'ailleurs au Parlement. Je trouve qu'on a un niveau du débat politique sur les chaînes d'information en continu ou même au Parlement extrêmement faible. Et d'ailleurs, une des questions, c'est autour de la lecture. Je trouve que je constate qu'un certain nombre de parlementaires, de gauche comme de droite, ne lisent plus, ne lisent pas d'actualité. On en débattait juste avant, mais pas que le journal papier, même de la lecture numérique. Mais pas de romans, pas de poésie, je l'ai dit souvent, et je trouve que ça se ressent, en tout cas dans la période que nous traversons. Et je pense que partout où la culture et l'émancipation de toutes et tous reculent, l'extrême droite, elle, évidemment, elle avance et elle progresse. Je referme ça, donc merci vraiment de construire ces espaces de débat. Sur la deuxième chose, bon, je partage ce que tu viens de dire et je partage beaucoup des propos que viennent de tenir Laurent et Benoît sur les aspects médiatiques et sur, évidemment, la bataille syndicale. Moi, je crois qu'il n'y a aucune victoire politique sans bataille culturelle, idéologique et médiatique. Et aujourd'hui, il faut le constater, celles et ceux qui mènent la bataille culturelle et médiatique et idéologique depuis une vingtaine d'années, c'est l'extrême droite. Alors évidemment, et Laurent vient de le dire, il y a l'espace Bolloré, mais ça c'est la pointe avancée du combat, mais il y a partout dans la fachosphère, ils ont réussi à inverser un certain nombre de valeurs, à détourner par exemple la question de la laïcité qui n'est pas une interdiction, pas du tout, ce n'est pas une loi d'interdiction, moi je ne suis pas croyant, d'autres peuvent l'être, et c'est le respect mutuel, c'est de l'État, ne reconnaît pas, bon bref, nous connaissons ça par cœur, pour mener en réalité une offensive contre une religion, et en particulier les musulmans, et surtout les musulmanes. C'est ça le réel. Les antiracistes sont maintenant devenus les racistes, et les antisémites de ce pays. Bon, bref. Et donc, ils mènent une offensive à partir de 3 points, mêlant immigration et identité, évidemment terrorisme, et ils font tourner ça en boucle, prenant appui chaque jour sur tel ou tel fait divers, en montant en épingle des choses comme ça, et ça vous donne le niveau du débat politique où c'est l'extrême droite qui imprime en réalité l'espace médiatique et même le sature, jusqu'à presque de l'écœurement pour un certain nombre évidemment d'entre nous. Et ici, dans cette salle, nous n'avons pas besoin de nous convaincre. Mais ça fait mal dans les têtes et les esprits. Et donc, cette bataille idéologique, cette offensive idéologique extrêmement forte, il la couple évidemment avec une crise du capitalisme que tu as très très bien, je ne vais pas du tout reprendre les propos que tu as donnés, ils sont parfaits. D'ailleurs, le capitalisme en crise qui épuise le vivant et la nature, voit, par exemple, c'est tout le débat que nous avons sur les normes. Il y a trop de normes. Ah, voilà. Et donc, c'est en réalité abattre toutes les questions sociales et environnementales. Il faut aller plus vite, il faut faire confiance aux entrepreneurs. Mais j'ai eu ça encore vendredi dernier à BFM TV par Arnaud Montebourg. Donc, je ne le dirai pas qu'il est d'extrême droite. Je n'oserais pas. Mais lui-même a développé ça pendant 10 minutes. Alors, j'ai levé la main, on ne m'a pas laissé répondre, mais j'ai dit, ah bon, et à la fin, j'ai dit, mais tu vois bien que toi-même, tu participes à cette offensive réactionnaire. Il a des sympathies. Et il commence à avoir des sympathies, puisqu'il est financé par ce terrain. Mais je fais attention, parce que quand on dit que tout le monde est fasciste, après, on n'arrive plus à déterminer qui est quoi. Mais effectivement, lui-même participe à cette espèce de vent réactionnaire qui circule partout. Et donc, je l'affronte chaque jour dans l'hémicycle, trop de normes, trop, etc. Et donc, ça participe évidemment à cela. Et tu as parfaitement décrit le repas, qui est pour moi un tournant dans ce qui est, voilà. Un mec comme Patrick Pouyanné, patron de Total Énergie, pas un ami, mais que je connais, parce qu'on s'est affronté un certain nombre de fois au Sénat, notamment dans la commission des affaires économiques, et qui avait dit « jamais moi le RN », il y a 1 an. Bon, quand lui disait ça, bon, bah, ça donnait une position à peu près
d'un certain nombre de patrons du CAC 40, parce qu'il a un parcours d'homme de droite, très à droite, classique. Bon, ben, il a signé une tribune dont personne ne se rappelle au lendemain de la fête de l'Humanité, notamment dans le Parisien, où il a déclaré « il faut maintenant nouer un dialogue avec le RN et les Insoumis », parce qu'il a mêlé les deux. Évidemment, il n'a jamais vu les deuxièmes, mais il a participé du repas avec Bernard Arnault, Arnaud Bazin, Catherine MacGregor, et tout le gratin du CAC 40. Il n'y en a qu'un qui a refusé, il l'a dit publiquement, c'est Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui se retrouve du coup mis au banc, évidemment, de la société. Et ce qui est très marrant, c'est qu'est-ce qu'a dit Marine Le Pen à ses patrons du CAC 40. Eux, ils pensaient qu'elle allait leur faire des courbettes et qu'elle allait essayer de les séduire. Pas du tout. Elle est venue pour leur dire, si je suis élu, ça sera le peuple avant vous et avant les actionnaires. Et donc, ils sont tous repartis un peu là. Et d'ailleurs, ils jouent chacun un double jeu, puisque Bardella, lui, c'est sur toute autre tactique. Lui, il dit, évidemment, je suis extrêmement pro-business, la politique de l'offre, nous l'amplifions, etc., etc. Donc on a une extrême droite à deux visages qui arrive à mêler, évidemment, le vernis, on sait bien craquelé, ce que vient de dire Benoît, extrêmement social, en tout cas d'apparaître, et puis, évidemment, les autres, très pro-business. Donc ça, c'est une question, et évidemment, quand le capital a choisi son camp, évidemment, il va mettre les moyens sur la bataille médiatique. Et donc j'en viens maintenant sur précisément ta question pour finir. Oui, en plus, il y a un gouvernement qui, je le redis, a été élu par 2 fois pour faire barrage à l'extrême droite. Hein. Je rappelle qu'en 2017 et en 2022, un certain nombre d'entre nous ont voté au 2e tour pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite et en réalité prépare un marchepied. Et notamment, je pense qu'il y a une cassure, une fêlure démocratique. Je l'ai dit à plusieurs niveaux, on est un certain nombre ici à l'avoir dénoncé, c'est 2024. Il décide seul de dissoudre l'Assemblée nationale le soir même où le Rassemblement national est très haut dans le pays à la suite de l'élection à un seul tour, à l'élection européenne. D'ailleurs, Bardella, prenant la parole à 20h02 et demandant au président de la République de dissoudre, ce qu'il fait à 20h12, je crois. Donc, il n'y a pas eu mieux comme, évidemment, timing. Avec une ligne claire, soit je confie le pouvoir directement au Rassemblement national, parce que d'ici 4 semaines, voilà, en plus la gauche est désunie, etc. Soit je fais un coup de poker et je réussis un nouveau tour de force à dire, bon, c'est eux ou nous, et donc les gens revotent pour nous. Et c'était ça le pari d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a contrecarré? Bon, ben c'est le nouveau Front populaire. C'est ça qui a fait échec à cela. Et moi, je considère que, mais on a un débat à gauche, on a même un débat dans notre parti. Moi, je considère que le nouveau Front populaire a remporté les élections législatives. Mais il faut qu'on approfondisse ce débat. Pourquoi? Parce que si nous considérons que nous avons remporté les élections législatives, ce qui est vrai en nombre de députés, évidemment que si nous avions été amenés, peu importe le nom du Premier ministre ou de la Première ministre, ce n'est pas ça le débat. Mais si nous avons été amenés à diriger le pays, probablement, qu'en l'espace de 10 jours, peut-être moins, peut-être un peu plus, nous aurions été censurés. Mais l'esprit de la Constitution aurait été respecté. Et après, il y aurait dû d'autres coalitions. Ça n'a pas été le cas. Pendant 2 mois, donc un type qui a décidé seul de dissoudre l'Assemblée nationale, maintenant a décidé ensuite que 17 ministres allaient voter à l'Assemblée nationale pour que Yael Braun-Pivet garde le pouvoir, je le rappelle, contre André Chassaigne. Puis ensuite, il a nommé Michel Barnier, qui vient de la formation politique qui est arrivée 4e de l'élection législative. Et donc les tocards se sont alliés aux losers en verrouillant le système. Et je le dis, je pense que nous n'avons pas été à la hauteur politique et syndicale. Nous aurions dû, même l'été, même pendant les Jeux Olympiques, descendre dans la rouille et dénoncer ce coup de force contre la démocratie, qui est pour moi du même niveau que le non-respect du vote en 2005. Les gens ont dit, mais on a voté pour le nouveau Front populaire, on se retrouve avec Michel Barnier. Puis après François Bayrou, puis maintenant, il est très sympa. Pas le problème, comment il s'appelle, le type, là, le cornu. Bon, qui fait des blabla, tout ça, bon. Mais je dis, mais vous n'avez aucune légitimité. Alors, quand on leur dit ça, on a l'impression, mais
je continue à penser qu'ils n'ont aucune légitimité, ni populaire, ni dans les assemblées. Et ils dirigent ce pays comme si, en plus, ils étaient ultra majoritaires. Et nous continuons à laisser couler cela assez tranquillement. Je pense que là, on prépare, et l'extrême droite a tous les pouvoirs dans la Ve République. Elle n'aura pas besoin de changer les institutions, en réalité, pour diriger, même sans majorité à l'Assemblée nationale, de façon extrêmement autoritaire. Et c'est là où il y a un très grand danger. Et j'en finis. Par exemple, encore cette semaine, nous venons d'avoir un projet de loi qui s'appelle le projet de loi Riposte. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est Laurent... En fait, c'est Bruno Retailleau, quand il est passé quelques semaines à l'intérieur, avait imaginé tout un tas de mesures plus répressives, liberticides. Il avait tout collectionné. Alors, ça va d'en réprimer encore plus fortement celui qui fume un joint dans la rue, aux supporters de foot qui allument un pétard dans le stade. Bon, tout un tas de trucs. Et ça s'appuie notamment sur la loi spéciale des Jeux Olympiques, extrêmement fortement pour renforcer la surveillance, l'intelligence artificielle. Nous l'avions déjà dénoncé. Pourquoi? Parce qu'une loi d'exception, elle s'inscrit durablement en réalité ensuite dans la loi et elle devient la règle. Ben, ça n'a pas loupé. La loi Jeux Olympiques qui devait durer le temps des Jeux Olympiques est maintenant devenue la règle. Et donc ce projet de loi décide de renforcer tout cela. Donc on a pris la parole, je finis. On a pris la parole, on dit mais ça ne fonctionne déjà pas. Ce n'est pas le sujet. Voilà la réponse de Laurent Nunez. Il faut aller plus loin. Donc, bon, je suis le seul parlementaire, sénateur, puisque évidemment nos camarades députés ont fait, mais le seul sénateur de la Seine-Saint-Denis à avoir voté contre, et je pense, sincèrement, j'ai eu bien raison, et dans toutes les lois, dans tout ce qui va nous être encore arrivé, ici en Seine-Saint-Denis, nous serons le laboratoire de ces lois les plus régressives et liberticides. Et donc, nous sommes en train de préparer le terrain. Si l'extrême droite arrivait au pouvoir, elle n'aura besoin quasiment de ne rien faire. Tout aura été préparé par le pouvoir en place pour qu'ils aient les meilleurs outils, évidemment. Donc nous, à l'inverse, évidemment, il faut faire respirer la démocratie. C'est un tout autre projet que nous devons évidemment porter. Déjà par commencer, qu'un homme ou une femme seule élu, même président ou présidente de la République, ne puisse pas régler toutes les questions de la marche du monde et de la société à peu près tout seul, en se passant du Parlement. Merci Fabien. J'ai envie de faire la transition avec toi, Benoît, sur comment être à la hauteur, parce qu'on a un peu décrit quand même ce qui est en train de se jouer dans le monde avec Laurent, et puis aussi en France via les lois qui sont en train de passer au Parlement et au Sénat sur le sujet. On voit bien naturellement le danger qui est devant nous, et en même temps on ne peut pas dire qu'il n'existe rien face à ça. Il y a des résistances qui commencent à se mettre en place. Je pense naturellement, même si ce n'est pas ton organisation syndicale, à l'appel de la CGT suite aux élections municipales. Je pense également à l'appel des 600 signataires pour dénoncer l'emprise croissante de Bolloré dans le secteur culturel du cinéma, mais je pense aussi à l'initiative lancée par plus de 1200 maintenant intellectuels, artistes, chercheurs et syndicalistes autour notamment d'Annie Arnaud, qui se réuniront le 30 mai prochain à Montreuil pour construire une coalition des résistances culturelles face à ce qui est en train de se jouer comme danger. Moi, j'ai envie de te dire maintenant comment faire pour faire en sorte que ces mouvements qui existent, qui sont éparses, on puisse aider à les faire grandir et à les faire converger face au danger qui est devant nous. Et donc, quelles actions, aujourd'hui, on est capable de pouvoir voir naître dans le mouvement associatif, syndical et naturellement politique, mais d'abord mouvement associatif syndical, pour regarder comment on constitue ce barrage à l'extrême droite qui devient une nécessité. Alors, pour essayer d'aller rapidement, hein, parce qu'il y a de nombreuses questions dans ce que tu as. Non, mais au contraire, c'est sûr que c'est un sujet inépuisable. Je pense qu'il faut que le syndicalisme, le mouvement social en général, n'hésite pas à prendre position politiquement. Il y a un risque, hein, on prend toujours un risque, parce qu'on est farouchement attaché à notre indépendance. Et je pense qu'elle est nécessaire, cette indépendance. Cette indépendance, elle signale le fait que nous sommes des contre-pouvoirs. On n'aspire pas au pouvoir. Toutes ces résistances qui s'organisent, ce n'est pas des résistances qui aspirent à prendre le pouvoir. Ce sont des résistances,
et le syndicalisme, ça en fait partie, qui entendent peser politiquement sur la situation et donc interroger, nourrir, comme on voudra bien le qualifier, le politique. Mais je pense que dans cette relation-là, il faut qu'on l'approfondisse. On l'a beaucoup fait au moment du NFP, je pense que ça a été un moment marquant, et je pense que c'est ce type de relation qui suppose du respect mutuel, qui suppose que les partis politiques n'instrumentalisent pas non plus les organisations syndicales, les associations. Je pense que ce type de relation doit être approfondi pour effectivement faire converger toutes ces initiatives. Et je pense que globalement, ces initiatives, il faut qu'elles portent. Alors ça, c'est pas simple et je m'exprimerai du coup pas politiquement sur est-ce qu'il faut tel candidat, plusieurs candidats, un seul, des primaires, pas des primaires, etc. Et en plus, en vrai, comme c'est très pratique, parce que comme j'en sais rien, ça me permettra de pas dire de bêtises. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il faut arriver à trouver la martingale entre des propositions de rupture et des propositions aussi crédibles. Les gens, pourquoi de rupture? Pas la rupture pour la rupture, mais les gens n'en peuvent vraiment plus. Il y a vraiment une situation sociale qui est dramatique, il y a une volonté de changement qui de fait s'incarne d'ailleurs dans les votes pour l'extrême droite. Elle surfe beaucoup là-dessus, l'extrême droite. Et pourquoi crédible? Parce qu'il faut vraiment appliquer un certain nombre de choses et il faut vraiment que ça se traduise par des victoires électorales. Il y a un moment où c'est politiquement que ça doit se traduire et donc il faut rechercher une majorité. Alors après, comment on fait? Bon, voilà, mais comment on fait? C'est justement en nourrissant ce projet des différents regards, des associations, des syndicats, des gens là où ils sont, et surtout des expériences de terrain. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives syndicales, notamment, tu en as cité un certain nombre. Je voulais signaler aussi qu'il va y avoir il y a un texte qui est sorti, je crois, et surtout la création d'un observatoire syndical de l'extrême droite, un observatoire intersyndical, surtout dans les mairies en fait, qui ont été conquises par le Rassemblement national. Hénin Beaumont, licenciement de deux syndicalistes, etc. Je ne fais pas la liste parce qu'il y en a une pléthore. Ce qui est important dans ce regroupement syndical et dans la lutte contre l'extrême droite, c'est que vous avez CGT, FSU Solidaire, mais vous avez aussi UNSA et CFDT. Et je pense qu'il faut vraiment se dire, c'est important de se dire aussi ce qui fonctionne. Dans la lutte contre l'extrême droite, la CFDT est absolument irréprochable. C'est une organisation syndicale, les propos de Marie-Lise Léon, les combats que la CFDT mène. Nous aussi, j'estime qu'on est irréprochable, la CGT, etc. Mais je pense que c'est important de le dire aussi pour la CFDT, parce que je pense que c'est important d'avoir cette sensibilité syndicale-là, dans ce combat contre l'extrême droite. Il faut chérir même cette présence de la CFDT dans les intersyndicales contre l'extrême droite. Et voilà, après, évidemment, on fait ce qu'on peut, mais les observatoires intersyndicaux, c'est important parce qu'on voit que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, dans les municipalités en tout cas, elle cherche à étouffer les oppositions et globalement, ça ne suscite pas non plus des sursauts. Alors, tout ça est très contradictoire, il y a des sursauts à des endroits. On ne peut pas dire non plus que globalement dans le monde, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, il n'y a pas de sursaut. Confère ce qui s'est passé contre la police, l'ICE à Minneapolis, etc. Donc il y a vraiment, on pourrait analyser les choses dans un sens ou dans un autre, mais quand même se dire que la prise de pouvoir de l'extrême droite, ça crée un effet cliquet quand même. Et ce qu'on peut craindre, et en tout cas c'est ce dont témoignent aussi les camarades de la CGIL en Italie, avec qui on a beaucoup d'échanges, c'est que quand l'extrême droite a pris le pouvoir, on franchit un cap et du coup on n'est plus dans le même paysage, y compris les gens dans l'administration n'ont plus les mêmes réponses, les collègues n'ont plus les mêmes réponses, ça met quelque chose dans les têtes qui est très dur après à changer et donc évidemment il faut tout faire pour empêcher l'extrême droite d'avoir le pouvoir et organiser aussi la résistance ensuite si l'extrême droite y parvient. Bon, il y a beaucoup de cadres effectivement qui existent. La dernière chose que je voulais dire, oui, c'est évidemment mettre à jour les contradictions de l'extrême droite, etc. Valoriser ce qu'on peut valoriser aussi dans la société. Et comme on est dans le 93,
voilà, je voulais insister sur une petite problématique qu'on a parfois, qui est de dire, est-ce qu'on force le trait en disant, regardez à quel point tout va mal. Et l'école, par exemple, ça va mal. Dans le 93, il y a les gamins, ils perdent 1 an de scolarité parce que les profs sont encore moins remplacés qu'ailleurs, parce que c'est des profs plus jeunes, envoyés dans des conditions plus précaires. Et donc, voilà, on est, en tant que syndicaliste, on est amené toujours à dire, à dénoncer des situations. Et de notre côté, se dire qu'il faut valoriser l'existant. Le service public, certes, affaibli, il répond quand même encore à un certain nombre de promesses. Il y a des choses extraordinaires qui se passent par l'engagement des personnels, par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, notamment à l'éducation. Et je pense que l'extrême droite, elle surfe beaucoup sur cette idée, de toute façon, les services publics qui ne fonctionnent plus, donc il faut tout chambouler, et donc on propose des solutions qui ne vont pas dans le sens du progrès. Et donc nous, on doit être capable aussi de dire, il faut améliorer les choses. L'école dans le 93, je trouve que c'est un bel exemple en plus de capacité à faire réussir des jeunes dans leur diversité, dans leur pluralité. Et l'extrême droite instrumentalise beaucoup cette idée que en milieu rural, on a moins de moyens parce que tous les moyens ont été mis sur l'éducation prioritaire. Regardez dans le 93, ils bénéficient de plein de dispositifs, etc., des cordées de la réussite et tout ce que vous voudrez. En vrai, nous, quand on est sur le terrain, on peut renvoyer à la réalité et dire non, c'est pas vrai. L'école dans le 93, c'est le rapport de Stéphane Peu qui le démontrait. Elle a moins de moyens qu'ailleurs. C'est même pas qu'elle en a autant, c'est qu'elle en a moins. Parce que justement, les profs sont moins bien rémunérés, parce qu'ils sont plus précaires, etc. Par divers mécanismes, elle en a moins des moyens. Et l'éducation prioritaire, c'est donner plus à ceux qui ont moins. Donc à la base, ils ont moins. Et ça, on doit être capable de le valoriser, de valoriser les expériences et la réalité d'un vivre ensemble, qui est souvent très fantasmé, qui est souvent... Il y a évidemment des problèmes, il y a de la violence, il y a de l'échec scolaire, il y a tout ce que vous voulez, il y a du racisme, il y a des discriminations, mais dénonçons ça tout en disant il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent, auxquelles on est attaché et qui fonctionneraient mieux si elles avaient les moyens de fonctionner. Et je pense que c'est important dans la lutte contre l'extrême droite, parce que c'est une bataille culturelle, d'arriver syndicalement aussi à porter ce type d'exemple. Merci beaucoup. Laurent, on a déjà évoqué une partie des choses sur la question du rapprochement entre l'extrême droite, les puissances économiques, la concentration médiatique, et en même temps d'autres éléments qui ont été fournis dans le débat. Je pense à la volonté de changement qu'évoquait Benoît. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même beaucoup de similitudes avec la période des années 30 que nous avons déjà vécue, et peut-être quelles sont les spécificités, en plus des similitudes, que nous vivons à l'heure actuelle par rapport à cette période historique qui a marqué quand même l'histoire de notre pays? C'est un débat intéressant parce que souvent on se borne à rêver d'un passé parfois à la fois triste et en même temps parfois enthousiasmant. 36, c'est à la fois il est minuit dans le siècle, l'apogée du fascisme et un régime soviétique qui donnait une image terrible de l'aspiration que nous avons tous. Voilà. Et puis ça empêche parfois de rentrer dans les détails. Donc oui, il y a plein de ressemblances. Il y en a une, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est dans les milieux d'affaires, la haine de la gauche. 36, on le sent bien, le patronat est terrorisé quand il voit les grèves de mai-juin 36, les grèves qui commencent avant même l'accession du Front populaire au pouvoir, ce que la philosophe Simone Veil appelait les grèves de la joie, le bonheur des gens, l'idée que les congés payés allaient arriver et d'autres réformes de ce type-là. Et c'est ça qui va pousser le grand patronat et le petit patronat qui ne sont pas d'accord entre eux vers la droite, vers l'extrême droite et vers les années jusqu'à Vichy. Et je trouve que dans les tonalités du débat patronal, on sent bien ce même radicalisme. Si vous voyez les propos, si vous vous souvenez des propos de Bernard Arnault, encore lui, notamment sur la taxe Zuckman, la morgue avec laquelle il a parlé de ce pseudo-universitaire. Il est juste prof dans les 2 pôles d'excellence en économie aux États-Unis et en France. Bon, il y a ce point-là.
Alors, mais rentrons dans le détail. Prenons un exemple, la presse. On se dit, évidemment, on revit un peu ce qu'on a vécu dans les années 30, parce que les années 30, nous, ici, on a connu en France, depuis 30 ans, des opérations de prédation conduites par des milliardaires, croquant la presse, y compris la presse indépendante, Le Monde, Libé et d'autres, etc. Et on se dit, et puis ensuite, il y a Bolloré qui arrive. Bolloré qui lui fait un pas de plus. C'est pas seulement une opération de prédation sur des médias, c'est la mise au pas de ces médias pour défendre les thèses de l'extrême droite. Notamment, c'est l'obsession de Bolloré, la théorie du grand remplacement, la théorie raciste et xénophobe du grand remplacement. Et on se dit, ah ben oui, c'est vrai, les années 30, il y a eu ça. Même avant, c'est le parfumeur fasciste, authentiquement fasciste, puisqu'il se revendique du Mussolini, François Coty, qui rachète Le Figaro en 1922, qui ensuite, pour la servir à ses convictions d'extrême droite, et ensuite il crée une ligue, Solidarité française, qui sera l'une des ligues qui manifeste le 6 février 1934 pour renverser la République. Et on dit, ben voilà, ça y est, Vincent Bolloré, c'est le François Coty d'aujourd'hui. Eh bien non, c'est pas tout à fait exact. C'est beaucoup plus grave que ça aujourd'hui. Beaucoup plus grave que ça. Pourquoi ? Parce que François Coty, c'est un grand journal, Le Figaro, et une ribambelle de tout petits médias. Pensez à ce qu'est Bolloré. C'est un immense conglomérat qui n'a rien à voir. C'est donc le géant de la communication qui est Vivendi, c'est le géant de la publicité qui est Havas, c'est un pôle de médias, d'abord les médias issus de Vivendi, ensuite les médias issus de son OPA sur le groupe Lagardère, ensuite c'est Hachette, ensuite on l'a vu dans le débat, c'est le financier principal du cinéma, et Hachette, il faut bien penser, Hachette, donc plus de 50% des livres scolaires sont maintenant sous la houlette de Bolloré. Le cinéma, c'est pas seulement le financement du cinéma, il est en train de racheter UGC, donc les salles de cinéma. Mais tout de même, à la Libération, on ne s'est pas posé la question des critères anti-concentration parce qu'il n'y avait pas de concentration. Et donc c'est la gauche, à l'époque où elle faisait encore des réformes, 84, qui fait des critères anti-concentration, assez vite démantelés en 86 par la droite, ou en partie démantelés. Mais là, c'est beaucoup plus grave que la situation de 84. Et donc, moi, mon sentiment, Fabien voulait qu'on lui amène des idées. Je vais en faire une idée. Une idée. Je trouve qu'un gouvernement progressiste devrait se poser la question, de nouveaux critères anti-concentration. Je sais que le PC défend cette idée-là, comme LFI d'ailleurs. Mais une idée de plus. On fait des critères anti-concentration, on les durcit. Mais qu'est-ce qu'on fait de Bolloré, du groupe Bolloré ? Moi, je pense qu'il faut faire un pas de plus. Aux États-Unis, il y a eu, lors de l'élection présidentielle d'avant, défendue par une candidate démocrate, Edith Warren, l'idée d'un démantèlement de Google, aux propositions démocratiques, mais pas forcément de gauche. C'est pour une concurrence saine et loyale. Quand il y a une situation de monopole, on démantèle. On peut dire, avec cet argument malicieux, c'est pas totalement de gauche. La droite pourrait s'y reconnaître aussi. Il faut démanteler le groupe Bolloré. Et donc le débat du combat contre l'extrême droite prend une forme nouvelle. Voilà. Donc il y a des ressemblances et il y a des dissemblances auxquelles il faut prendre garde. Et je me permets de faire un ajout de plus. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment vous dire ? Moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai lu à l'époque, avec bonheur et délectation, le livre de l'historien Johann Chapoutot sur les conditions d'accession au pouvoir de Hitler. Il ne prend pas le pouvoir, on le lui donne, ce qui est totalement différent. Et je trouve que le va-et-vient que fait Chapoutot est formidable, parce qu'il dit, voilà, la situation de l'Allemagne fin 1932, début 1933, c'est la situation de la France. Il y a, comme il dit avec l'oxymore que vous connaissez, l'extrême centre, totalement discrédité dans le pays, qui essaie de se maintenir au pouvoir, qui fait 2 dissolutions ratées. Et puis finalement, il y a par ailleurs un mania qui possède toute la presse allemande. Et puis finalement, l'extrême centre décide d'en appeler au parti nazi, au moment où celui-ci est en recul électoral, en se disant, c'est nous qui continuerons à tirer les ficelles. Or, l'histoire, évidemment, n'a pas été celle-là. Moi, j'ai fait un reproche à Chapoutot, il n'a pas voulu avoir de débat public avec moi. C'est que dans ce va-et-vient, il oublie une seule chose, c'est la situation de la gauche. Alors, toute chose égale par ailleurs, parce que nous ne sommes pas dans la situation de l'Allemagne 32-33, mais il y a des ressemblances, parce que le paradoxe, alors je vous parle respectueusement, parce que je sais que les communistes ont su regarder leur passé
ce que beaucoup de partis n'ont pas fait. Hein. Mais si vous prenez la situation de fin 32, début 33, il y a les deux plus grands partis de gauche qui aient jamais existé en Europe. Le KPD et le SPD, les communistes et les socialistes. Ils s'entre-déchirent, chacun avec des arguments que l'on peut comprendre. Les dirigeants du SPD ont du sang sur les mains, puisque c'est eux qui ont commandité l'assassinat de Luxembourg et de Liebknecht, 13 ans ou 14 ans avant. Les socialistes ont des arguments aussi, puisque sur ordre de Moscou, le Parti communiste considère que l'ennemi, ce n'est pas le parti nazi, ce sont les socialistes baptisés socio-fascistes. Et le paradoxe de l'histoire, insupportable, c'est que Hitler accède au pouvoir et la gauche ne fait rien. La gauche dans ses différentes composantes. Donc moi, c'est une obsession démocratique que j'ai, je la livre. Je pense qu'il y a une similitude, c'est qu'il n'y a pas d'issue sans front commun. Et ce que mon voisin a dit tout à l'heure sur les syndicats, j'abonde. Je trouve que les syndicats CGT, CFDT, FSU, UNSA sont irréprochables. FO, c'est plus compliqué. Il y a des UD qui sont très pugnaces, antifascistes et antiracistes, et d'autres, vous connaissez l'histoire de Force ouvrière. Voilà. Mais globalement, le mouvement social est irréprochable. Et on voit bien comment, quand la gauche est unie, Fabien l'a évoqué tout à l'heure, les législatives de 2024, le nouveau Front populaire crée de l'espoir. Et il faut créer de l'espoir dans le pays. Et donc il faut une gauche rassemblée, généreuse, joyeuse, qui tend des ponts, qui tend des mains. Et ce n'est pas le paysage, malheureusement. Moi, j'en veux, pardon, je parle librement, beaucoup à Mélenchon, parce que je trouve que à cause de lui, il y a des phases d'unité très brèves et ensuite des phases de division. Voilà. Et je pense que la question du rassemblement est une question décisive, sans laquelle la catastrophe démocratique menace. Merci beaucoup, Laurent. Et donc, pour finir cette série de questions, avant de donner la parole à la salle, je vais poser une question très simple qui fait tout à fait suite avec ce que tu viens de dire, Laurent, à Fabien. Comment aborder les élections législatives et présidentielles de 2027 dans ces conditions? T'as 2 heures. Bon, merci. Non, juste pour répondre, j'en viens en 10 secondes, mais sur la loi anti-concentration, je partage ça. Moi, je pense qu'il faut une grande loi de séparation du mur de l'argent et de l'espace médiatique. Et je pense que si nous devions mettre une idée dans le débat public, pour pousser un peu le bouchon, on peut prendre le démantèlement de l'Empire Bolloré. Moi, je serais pour contrecarrer ça, y compris à partir de la commission d'enquête de Charles Lalonde, qui veut préparer les esprits à la privatisation du service public. J'irais jusqu'à dire qu'il faut nationaliser l'Empire Bolloré, le fusionner avec le service public. Je pense que si on menait ça, ça ferait hurler une grande partie de l'extrême droite et on pourrait être extrêmement offensif. Alors maintenant, j'en viens sur la question. Merci. Non, mais je vais dire ce que je pense. De toute façon, beaucoup le savent. Je ne me suis pas exprimé pour l'instant. Je suis en train d'essayer de finir un écrit sur cette question-là, en contemporain, parce que de toute façon, si je ne parle pas, on dit « Ah, ben il ne parle pas », et quand tu parles, on dit « Ah, ben il veut peser ». Comme ici, c'est un espace démocratique, je vais dire ce que je pense. Et évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi, j'ai adhéré au parti communiste il y a plus de 20 ans, d'abord filialement, mais parce que j'étais un révolté et je voulais changer les choses avec d'autres. Et j'ai jamais considéré, je suis très attaché au parti communiste, mais j'ai toujours considéré que c'était un outil et qu'il ne devait pas survivre pour lui-même, voilà, mais c'est qu'il devait être utile à chaque moment de son histoire. C'est pour ça qu'on crée du commun ensemble. Non pas pour faire vivre l'outil en tant qu'outil, ça n'a aucun intérêt. C'est parce que nous avons cet outil-là que nous développons des espaces, des luttes pour changer les choses. Ça, c'est le premier point. Donc, toujours ma question, c'est comment nous sommes le plus utiles dans la période qui s'ouvre, je ne vais pas revenir, dans le moment de bascule tel que nous le décrivons là, et que chacun le voit, entre le monde et les turpitudes, la géopolitique, je ne vais pas me lancer là-dedans, le risque d'extrême droite, qui a longtemps été agité, notamment pour verrouiller les choses et créer ce qu'on a appelé le vote utile. Mais en même temps, là, on voit bien que ce n'est pas de la blague. Ça s'est structuré, tout ce qu'on vient de se dire, on va pas... Là, c'est une réelle potentialité que ce coup-ci, ils y arrivent. Et donc, ça nous incombe, en tant que communistes, antifascistes,
une très lourde responsabilité. Moi, dans la période qui s'ouvre, je respecte tous les communistes, parce que je pense qu'il faut de l'intelligence collective. Et il y a des camarades qui pensent que dans le moment, il faut plus que jamais aller le plus rapidement possible pour apporter une candidature communiste dans le débat. Je le respecte, mais je ne le partage pas. Et je suis un peu comme Orelsan, je pense qu'il y a la quête, mais il y a surtout le chemin. Et moi, je pense qu'il faut qu'on construise un chemin qui démontre l'utilité du parti et notre originalité dans la période qui s'ouvre, y compris parce que la gauche, elle est éclatée. Et tout ce que vient de dire Laurent, on le partage, et on voit déjà qu'il y a une douzaine de candidatures, je ne sais pas, peut-être que je me trouve, peut-être qu'il y en a un peu plus ou un peu moins, mais enfin, au global, ça évolue toujours. Et donc, je pense que, et je l'ai testé, j'étais à BFM, donc je n'ai pas voulu dire ce que je pense, mais j'ai dit, on verra, on a un congrès, et de suite, la question auquel se heurte, mais pourquoi faire, puisque vous faites deux? Et donc, si on l'impose le plus rapidement possible, nous allons être mis sous l'étau, et y compris à notre corps de plus, de division, et sur laquelle on ne pèsera pas dans le... Et c'est l'espace médiatique, il est construit comme ça. Donc, moi j'entends beaucoup de mon expérience dans les rencontres syndicales, du mouvement social, avec des élus, ici en Seine-Saint-Denis, mais aussi partout en France, deux choses que j'ai entendues à la Fête de l'Humanité, et je pense que nous devrions avoir les oreilles grandes ouvertes à la prochaine Fête de l'Humanité, c'était unité et radicalité, auquel j'ajoute solidarité avec Gaza, qui était extrêmement forte l'an dernier, puisque évidemment nous étions encore dans un très très lourd moment pour le peuple de Gaza et du génocide en cours. Donc unité et radicalité. Unité, c'est le rassemblement, le plus large, sans exclusive, sans dire « ah non, pas lui » ou « pas elle », à part commencer par dire « on veut se rassembler, mais pas avec un tel, un tel, un tel ». Ça, je pense que le chemin complètement fou. Et la deuxième, quand je parle de radicalité concrète, c'est globalement, si vous revenez, c'est pour avoir et construire un chemin d'espoir, et pas refaire, je vais être, pardon, un peu caricatural peut-être, mais pas pour refaire du Hollande 2012. Pour ma part, je pense qu'il faut que tout le monde soit dans le cadre du rassemblement, mais que la ligne qui va conduire le chemin de campagne ne peut pas être celle que nous propose Glucksmann. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on dise des choses. Voilà, je le dis parce que si c'est ça le rassemblement, et il y a des camarades qui peuvent le penser. Et encore une fois, il y en a qui le pensent. Pour moi, c'est un chemin que je ferme automatique parce que ça serait pire que de conduire une campagne, même unitaire, sur la ligne politique qu'incarne Glucksmann ou le retour de Hollande. Hein, c'est globalement le même, c'est-à-dire la suite de Macron. Là, je pense que, d'abord, il n'y aurait pas une majorité du peuple de gauche pour s'aligner sur cette question-là, et que ça enterre définitivement la gauche, et ça lève l'extrême centre au deuxième tour face à l'extrême droite. Donc voilà, donc unité et rassemblement. Bon. Alors maintenant, comment on le fait? C'est ça la question, puisque là, globalement, tout le monde va dire, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais au global, tout est éclaté. Moi, je pense que d'abord, on a une originalité. L'élection présidentielle, je ne sais pas s'il faut la pervertir ou la subvertir, bon bref, moi je pense qu'il faut revenir à 2012. Ce que nous avions proposé, c'est un chemin pour une autre république. D'ailleurs, les communistes ont porté ça depuis extrêmement longtemps. Et nous avons été quasi les seuls pendant très longtemps à porter de cette question-là. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le pouvoir d'un homme ou d'une femme seule. Aujourd'hui, c'est que des hommes, mais demain, une femme, nous l'espérons. Donc ça, en finir avec ça. Et pour nous, Parti communiste français, la principale question, et je parle ici en Seine-Saint-Denis, nous comptons 2 députés communistes, la première des questions à se poser, c'est de conserver et de développer un groupe communiste à l'Assemblée nationale. Depuis 1924, il y a eu 2 moments où on n'a pas eu, évidemment la Seconde Guerre mondiale, et la courte période 58-62. Donc depuis 62, on a un groupe communiste à l'Assemblée nationale. Disparaître de l'Assemblée nationale après avoir disparu du Parlement européen fait que nous allons nous marginaliser durablement. Ne plus compter de parlementaires communistes dans les luttes
serait pour nous, je le dis, un drame. Nous ne voulons pas, et nous n'avons jamais le débat, pourquoi et comment nous avons disparu du Parlement européen, est une vraie difficulté. Je le dis en tant que sénateur communiste, humblement, ce n'est pas mes débats, mais par exemple, Pascal Savoldelli, Alexandre Basquin bossent beaucoup sur l'économie numérique, la numérisation, l'ubérisation. J'ai fait un bout de chemin avec Pascal sur cette question, on continue. Aujourd'hui, on n'a plus de parlementaires européens pour relayer ces questions-là. Les seuls, c'est la France insoumise, Laïla Chabi, par exemple, qui travaille beaucoup ces questions autour de l'ubérisation, mais nous n'avons plus un parlementaire ou une parlementaire communiste pour relayer. Et c'est un problème, notamment parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sujets se déroulent au sein de l'Union européenne. Je veux bien qu'on maîtrise ce que ça voudrait dire de ne plus avoir de groupe communiste. Nous n'avons plus que 8 députés communistes, dont 2 ici, dont le président du groupe, évidemment, que tout le monde connaît, Stéphane, avec Soumia. Donc je propose que nous allions au débat sur un accord législatif, notamment sur 10 propositions fortes, et un accord législatif qui ne soit pas sur la même tonalité que les 2 derniers, qui est très mal vécu par les communistes, je peux comprendre. Mais les 50 candidats que nous avons eus, ils sont issus d'un rapport de force, qui ont été l'élection présidentielle, où nous faisons 2, et d'autres forces, dont la France Insoumise 22, et qui est issu pour, évidemment, le Front Populaire, la NUP et le Front Populaire. Nous sommes la seule force du Front Populaire à ne pas avoir de députés au Parlement européen. Donc, la question, elle doit être prise bien en amont pour débloquer les choses. Et donc, je finis. Moi, je pense qu'on pourrait construire un calendrier, à partir de notre congrès, qui nous permette de rentrer en campagne, mais de façon la plus utile, en disant nous voulons nous mettre au service du rassemblement. D'abord, parce que nous avons un objet qui s'appelle la fête de l'humanité, où nous pourrions prendre des initiatives extrêmement importantes de rassemblement le plus large, en re-rencontrant l'ensemble des forces politiques, des forces syndicales, des forces associatives, féministes, antiracistes, en disant nous ne voulons pas aller, évidemment, au fond du trou. Là, le danger est trop grand. Alors, je sais que si on s'efface, c'est pas sûr que, j'ai lu ça, on y arrive, mais je suis pas sûr qu'en y allant, c'est sûr qu'on est certain de ne pas y arriver. Vous voyez ? Donc, je propose qu'on prenne un autre chemin. Donc, je pense qu'on peut rencontrer beaucoup de monde et faire des points d'étape tous les 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre, jusqu'au 15 décembre. Et je propose ensuite que les choses elles se construisent aussi au niveau local. Il nous reste 700 ou 800 sections en France. Si partout dans chaque session, nous prenons une initiative de large rassemblement avec la population pour dialoguer, etc., c'est les 2 niveaux qui joueraient. Pas que le niveau en haut, parce que si ça reste des rencontres où personne ne veut céder sur rien, c'est sûr que ça ne va pas être très intéressant. Mais si on mêle les 2, je suis sûr qu'on peut débloquer des choses. Parce que dans toutes les rencontres que je fais personnellement en tant qu'élu, et partout dans tous les mouvements sociaux, tout le monde conclut par dire, comme Laurent, unissez-vous. Unissez-vous, parce que sinon, on voit le pire arriver. Et si nous, on apparaît même à notre corps défendant, en ayant participé à l'arrivée au pouvoir, je pense que nous serons durablement marginalisés. Et après, le 15 décembre, je dis ça, après peu importe les dates, les communistes, ils font une conférence nationale, c'est dans nos statuts. On fait le point sur toutes les rencontres locales et nationales que nous avons eues, sur la proposition d'accord législatif, et puis nous aurons les cartes en main. Soit nous serons arrivés et nous aurons bougé les choses. Et je pense que des choses vont bouger. Parce que dans d'autres formations politiques, y compris celles et ceux qui sont déjà partis, des choses et des questions se posent. Parce que si nous rencontrons des gens qui nous disent unissez-vous, je pense que les autres, ils rencontrent les mêmes. Je ne vois pas pourquoi les communistes rencontreraient que des gens unitaires qui voudraient le rassemblement, puis les autres seraient sur autre chose. Et je pense que si nous arrivons à faire bouger et le haut et le bas, nous pouvons durablement... Bon, voilà en quoi je crois. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne sais pas. Mais je crois beaucoup à cette question-là. Et on verra si on fait bouger les choses. Mais prenons date. La fête de l'humanité, je finis par là, va être un moment important de ce rassemblement extrêmement large où les communistes ils peuvent être ultra ouverts, ultra offensifs sur des questions
par exemple sur bâtir les 10 points, sur l'accord législatif, sur qu'est-ce qu'on met en avant, les questions d'emploi, le logement. Bon, bref, tout ça est à traduire, la question démocratique. Je pense que ça serait vecteur d'être enthousiasmant et lever un chemin d'espoir. Est-ce qu'on y arriverait? Je ne sais pas, parce que je ne vis pas dans le Marat de Café, mais en tout cas, si on ne tente pas, je suis sûr qu'on échoue. Merci beaucoup, en moins de 2 heures, je pense qu'on peut le féliciter. Je pense qu'on peut féliciter aussi l'ensemble de nos intervenants de ce soir.